Je vais vous parler d'instrumentation et je voulais d'abord revenir sur la dualité entre la recherche et l'instrumentation. En France, on est dans un pays très cartésien, donc on voit bien la dualité entre théorie et expérience. On insiste, je ne trouve pas suffisamment sur le rôle et cette dualité, le rôle de développement, de co-développement de l'instrumentation et de la recherche. Donc mon premier élément, c'est mettre en évidence très rapidement cette dynamique entre l'instrumentation et la recherche. Et en fait, je vais la développer avec un tout premier exemple. Si ce personnage n'avait pas eu de lunettes, peut-être qu'il n'aurait jamais été embêté par l'Église. Et en fait, on voit bien là, dès le démarrage de la recherche à toute époque, l'importance des instruments. Et effectivement, si on regarde, l'utilisation d'un instrument permet à Galilée des découvertes. Et là, j'ai mis une constellation que j'aime beaucoup, qui sont les Pléiades. Quand j'étais tout petit dans les Alpes, on pouvait la voir parfaitement, pas de pollution lumineuse, et c'était ma constellation fétiche. Donc ça, on le voit bien, les instruments permettent des découvertes, et effectivement, dès qu'on parle d'instruments, on va parler du CERN, de l'ESRF, de Soleil, on voit bien là les instruments autour de nous. Ce qu'on rate souvent, c'est qu'il y a tout un travail pour obtenir ces instruments, et il y a donc tout un travail d'innovation pour obtenir l'instrument lui-même, qu'il ne faut pas confondre avec le travail de recherche qu'on fait avec l'instrument, c'est l'innovation que l'on fait pour obtenir l'instrument lui-même. Et ça, on parle directement de technologie. Je ne parle plus de découverte, je vais parler de technologie. Alors ça, c'était valable du temps de Galilée, c'est valable du temps de notre temps aussi. Et nous avons par exemple travaillé sur la découverte du boson de Higgs. Donc d'un côté, la Libération pouvait publier la découverte, c'est-à-dire le boson de Higgs, et puis Le Monde mettre en une un des outils qui est le grand aimant toroïdal fabriqué par le CEA Saclay pour pouvoir détecter, pour pouvoir courber les particules dans ce champ magnétique et pouvoir faire la découverte du boson de Higgs. Donc on met bien cette dualité, l'instrument qui permet la recherche et de l'innovation qui permet l'instrument, et on parle de technologie. Et en fait, quand on parle d'innovation, ce qu'on développe peut-être pas suffisamment, ou en tout cas ce que je voudrais bien mettre en avant ici dans cet exposé, c'est le fait que si je pars d'instruments qui permettent de faire de la recherche, je fais des découvertes, et avec ces découvertes, certaines peuvent avoir des applications. J'appelle ça l'innovation par l'offre. J'ai une offre de découverte, une offre de la physique ou de la recherche, et cette offre, il va falloir, année après année, dans un long chemin complexe, monter en TRL, en niveau de maturité technologique, pour l'amener vers un marché et vers une valorisation. Par contre, si maintenant je regarde l'instrument lui-même, et tout le développement technologique, par exemple la lunette, on voit bien là que je dispose directement d'une technologie et d'un objet. Donc cette fois-ci, la question, c'est pas de le faire monter en niveau de maturité technologique, c'est déjà mûr. La question, c'est plutôt de prendre la lunette qui a été utilisée par Galilée pour la donner à quelqu'un d'autre et la transférer, non pas verticalement en montant en TRL, mais horizontalement en changeant de marché. Donc l'idée de valorisation horizontale, un objet qui est déjà très mûr, mais qu'on va orienter vers un autre marché. Et en fait, dans nos laboratoires, non seulement nous faisons des découvertes, mais de par le monde, et en particulier en France et en Europe, nous avons une très grande richesse d'instruments. Et eux-mêmes, si on veut bien réfléchir à leur valorisation horizontale, l'amener vers d'autres marchés, on a dans nos mains des objets en or qui pourraient servir non seulement pour la recherche, mais pour d'autres choses. Alors, si maintenant je reprends juste la petite métaphore de Galilée, si on réfléchit bien, la découverte des Pléiades, du moins l'étude des Pléiades, je ne sais pas ce que ça a donné exactement comme valorisation aujourd'hui. En fait, je sais qu'au néolithique, on l'utilisait parce que les Pléiades, quand elles arrivaient dans le ciel, ça signalait le début des moissons. Donc là, c'était une vraie valorisation. Mais je ne pense pas qu'on ait beaucoup progressé depuis. Par contre, la lunette, vous avez juste à penser à toutes les utilisations aujourd'hui de l'optique, les jumelles, les caméras, etc., etc. Vous voyez bien que c'est quelque chose qui a eu un développement considérable. Donc ça, c'était mon premier point. Maintenant, je voudrais faire un deuxième point. C'est quand on parle d'instrumentation, la région parisienne, et en particulier Paris-Saclay, qui est le thème
une partie du thème d'aujourd'hui. En plus, l'IRFUS, c'est à Saclay, donc Paris-Saclay. C'est un endroit où l'instrumentation est portée à un niveau très élevé. Alors, moi, je pilote l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers. On pense qu'on est juste avec des physiciens qui rêvent sur le Big Bang et l'infiniment grand, l'infiniment petit. Et en fait, on a bien ces physiciens-là, mais quand ils rêvent sur le Big Bang, l'infiniment grand, l'infiniment petit, ils pensent instantanément à instrumentation et on développe ces instruments. Et il y a un co-développement entre celui qui a le besoin, donc l'innovation drivée par le besoin, et les ingénieurs qui développent, les ingénieurs et techniciens qui développent ces instruments. Je vais prendre quelques exemples que je maîtrise dans mon périmètre, mais vous pourrez le développer. Quand on parle de très grands instruments, on parle souvent d'accélérateurs, de très grands accélérateurs. Pensez à European Spallation Source, pensez à IFMIF, pensez pour les matériaux, le CERN, etc. etc. En technologie accélérateur, Paris-Saclay regroupe au CNRS et au CEA 95% des forces qui permettent de construire les accélérateurs en frontière, c'est-à-dire vraiment les accélérateurs ultimes, les accélérateurs, donc pas faire des productions industrielles d'accélérateurs, mais vraiment développer, faire la R&D pour être à la limite du savoir-faire en accélérateur. Et cette place fait partie des 10 meilleures places, pas européennes, mondiales, hein, 10 meilleures places mondiales. Je prends maintenant un autre complément qui est très important pour des tas d'applications, les grands aimants supraconducteurs. Là aussi, en France, sur le savoir-faire dans l'innovation, hein, donc pas la production pour le mettre à l'hôpital, le 1.5 Tesla, qui maintenant est maîtrisé complètement, transféré depuis longtemps dans l'industrie, mais les aimants les plus innovants. Là aussi, nous regroupons quelque chose comme 95% des forces françaises, et là, je pense qu'on est dans le top 5 des places internationales. Donc on voit tout de suite qu'une fois qu'on parle d'instrumentation, on n'est pas en train de parler du classement de Shanghai où on essaierait de passer de la place N à la place N sur 2, par exemple, avec N ayant plusieurs chiffres. Là, on est directement dans les tout premiers mondiaux. Et ça, c'est une vraie richesse, et il faut l'identifier et puis collectivement en faire quelque chose, parce qu'en plus, c'est une richesse d'innovation et de technologie. Et puis, les rayonnements ionisants aussi, on a une très grande capacité très reconnue, les détecteurs au sol ou dans l'espace, mais après, si chacun on scanne nos différents labos qu'on connaît, on voit une puissance de feu considérable en termes d'instrumentation pour la science. Donc juste, si je reprends les rayonnements ionisants, les accélérateurs et les aimants, sur Paris-Saclay, il y a plus de 10 000 ingénieurs et techniciens et il y a pratiquement 50 000 mètres carrés de plateformes technologiques pour faire la R&D, l'intégration, les tests. Tout ça, bien sûr, j'y reviendrai en partenariat avec les grandes et les petites entreprises. Donc, juste quelques exemples. Accélérateurs de particules. Voilà la carte du monde des grands... Oui, vous voyez bien. Des grands joueurs qui savent construire des accélérateurs, je dirais, qui sont tellement challenging que leur prix est entre 100 millions et 1 milliard ou quelques milliards. Il y a les laboratoires américains du DOI, les trois, hein, SLAC, G-Lab, Fermilab et un petit peu Berkeley. Et puis il y a le Japon avec KEK, le CERN bien sûr qui est un grand lieu d'innovation et de technologie. Il y a DESI, l'INFN réparti dans plusieurs, les Italiens répartis dans plusieurs laboratoires, et puis Paris-Saclay qui est un des très gros parmi tout ça. Donc on voit bien qu'on est on voit bien dans quelle compétition internationale on se place et quel niveau est déjà atteint par la place de Paris. Si maintenant, je tente de passer à la suivante, au lieu de parler de juste quels sont les bâtisseurs d'accélérateurs en lien avec, bien sûr, l'industrie et de toute taille, si je regarde les grands projets en cours, aujourd'hui, vous avez là plusieurs des grands projets en cours qui sont en construction. Le prix de chacun, c'est autour du milliard d'euros ou quelques milliards d'euros. Paris-Saclay est à l'action sur tous les accélérateurs d'envergure ambitieux en construction actuellement en Europe. Et la plupart, alors certaines fois, par exemple, quand je pense au projet américain de nouvelles sources de lumière, là on est en consultant, on leur amène du savoir-faire et c'est leurs laboratoires qui vont les construire. Donc de nouveau, en termes de produits, les accélérateurs à la limite de la technologie et des différents clients, la place de Paris-Saclay est un des grands joueurs internationaux. C'est au point que sans la place de Paris-Saclay, le European Spallation Source
Je pense que c'était impossible de le démarrer en Suède, parce qu'en fait, il partait d'un greenfield, pas de rien. Et en fait, Orsay et Saclay, nous avons joué le rôle de laboratoire support pour faire toute la conception avec eux, mais amener tout le savoir-faire et amener toutes les connexions avec les gens qui savent. Donc un autre exemple, les aimants supraconducteurs, pour aller très vite. Et puis pour vous donner aussi un élément important qui est l'élément discriminant dans le monde de la recherche lui-même, de maîtriser les instruments. Donc je vous ai dit, on est dans le top 5 au niveau du monde. Je vais juste vous donner des faits, parce que je peux l'affirmer, mais c'est facile de l'affirmer. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, donc l'IRFU, le CEA, nous sommes qu'1% de l'effort mondial en physique des particules. Donc pour les gens qui travaillent au CERN, nous sommes qu'1% de cette population. Pourtant, j'étais un des 4 à rédiger la stratégie du CERN en physique des particules, parce qu'il y a un effet, l'effet connu des holdings, on prend des parts, on a des éléments différenciants et on prend des parts de plus en plus grandes dans des systèmes de plus en plus grands. Mais le fait que le CEA Saclay, nous maîtrisions les aimants, en fait, nous avons non seulement construit les 2 aimants des 2 grandes expériences, donc on n'est qu'1%, mais on est en main les 2 grands aimants des 2 grandes expériences, mais aussi toute une partie de la machine, et nous avons des accords privilégiés avec le CERN, et nous sommes le partenaire privilégié du CERN. Finalement, s'ils réfléchissent à quel est leur partenaire privilégié, un seul nom, ils donneront Paris-Saclay. Donc, pour vous montrer les exemples, donc cette photo que vous avez tous vue, le grand toroïde d'Atlas, quand on l'a imaginé, c'était impossible de le construire. Il a fallu faire la R&D, la conception, les prototypes, la fabrication, la vérification, parce que bien sûr la fabrication, dans toute cette chaîne, c'est en partenariat très imbriqué, puisqu'on parle de technologie avec l'industrie, grande ou petite, et puis les tests et la vérification sur le montage et le suivi. Donc, j'ai d'ailleurs mis toutes les responsabilités sur les planches de la partie Saclay. Le deuxième aimant qu'on voit moins, mais qui est aussi très, très beau, c'est le grand solénoïde de CMS, la 2e expérience concurrente à Atlas. Ce sont les 2 expériences qui ont découvert le Higgs. Et vous voyez que Paris-Saclay, c'était the single point failure dans tout le système, puisqu'un petit institut, même s'il y a 800 personnes, c'est quand même pas si grand, avait dans ses mains les 2 expériences, puisqu'on avait dans nos mains les 2 aimants. Et vous voyez, ces 4 Tesla, c'est quand même pas rien, ces 4 Tesla, vous voyez la taille, c'est l'aimant qui contient la plus grande énergie jamais fabriquée au monde. Vous pensez bien qu'il faut maîtriser aussi tout problème pour que l'aimant soit protégé s'il arrivait la moindre chose. Donc c'est pas seulement le construire, mais c'est maîtriser le système dans son ensemble, y compris ses modes de défaillance. Et puis, non seulement pour les expériences, mais aussi pour la machine, nous avons été responsables de tous les aimants quadrupolaires et d'une partie du suivi de fabrication dans l'industrie. Et aujourd'hui, nous avons un très gros effort de R&D sur les nouveaux aimants à haute température critique. Alors, les nobium éteints déjà, parce qu'il faut attendre les bonnes performances, donc ça, c'est pas les hautes températures critiques, mais tous les nouveaux supraconducteurs, pour passer justement, là, on est dans la phase R&D avec le CERN, d'objets qui ont été fabriqués dans les labos, mais nous, on veut en faire des aimants qui marchent et qui ont les bonnes propriétés du point de vue du champ magnétique, les bonnes performances, la bonne stabilité, la capacité à les protéger en cas d'accident, donc toutes les problématiques liées à un produit. Tout ça pour vous dire qu'en fait, notre travail, pour notre propre besoin, c'est de monter au bon TRL nos instruments. Et c'est pour ça que je vous disais, si on réfléchit, ces instruments, on a déjà de l'or, puisque tout le travail de monter en TRL est fait. Les 20 ans, 30 ans nécessaires à monter en TRL, ils sont faits, ils sont déjà payés. On a une ingénierie de financement qui nous permet de les financer par différents moyens. La question suivante, c'est comment les valoriser horizontalement vers d'autres marchés. Et pourquoi la France, qui est tellement en avance sur des instruments, quand vous allez voir dans les catalogues qui les fabrique, d'un point de vue courant, c'est-à-dire une fois qu'ils sont passés au niveau industriel, pourquoi nous sommes aussi faibles et il n'y a pas des mastodontes français qui peupleraient tous les labos du monde d'instrumentation. Donc là, il y a une vraie question et j'ai un bout de réponse par la suite. C'est pour ça que je fais l'exposé, sinon je ne pose pas que des questions. Mais déjà, alors, nous avons toute une démarche de valorisation vers d'autres disciplines. Le plus beau qui va arriver, c'est l'aimant Isult, qui est en construction à Belfort, qui devra arriver début d'année prochaine.
Le chef de projet, c'est le même qui a construit Atlas, hein, donc c'est pas qu'une pirouette de dire qu'il y a un lien entre ces deux choses-là, c'est vraiment c'est le même institut, les mêmes personnes. Et avec les technologies développées par le CERN, nous avons proposé pour l'imagerie de faire un aimant corps entier, 90 cm, 11,7 Tesla. Il aura le record mondial. Il va arriver à Neurospin pour être utilisé par les chercheurs en neurobiologie. Mais vous voyez bien, donc j'insiste, il ne faut pas confondre l'objet qui permet et la recherche qu'on va faire avec. Donc là, il arrive dans une autre communauté qui vont faire de la recherche de très haut niveau, puisqu'on aura des images de très grande précision. Mais tout le savoir-faire accumulé nous permet, en transfert horizontal, en quelques années, de produire cet objet complètement innovant, sans qu'on soit des spécialistes de l'IRM. On est simplement des spécialistes des aimants. Ça, c'est une application. Vous voyez d'ailleurs la photo prise en milieu d'année dernière sur le solénoïde central qui fait 5 mètres de haut. Pour vous dire que ce n'est pas qu'un dessin de bureau d'études, hein, c'est en construction, ça va vraiment arriver en début d'année prochaine. Et puis, ces savoir-faire, on les valorise aussi. Par exemple, pour la fusion, là, c'est une grande station d'essai. Vous voyez la taille, vous avez un petit personnage au centre qui va permettre de tester les bobines pour le toroïde JT60 Super Advance, qui est la contrepartie payée par l'Europe au Japon pour le fait que l'Europe a obtenu ITER et qui sera un complément dans l'étude de la fusion située au Japon. Et donc, vous voyez bien que pour maîtriser les tests, vous devez maîtriser tout le système parce que le test, c'est l'endroit le plus dangereux. Si vous avez fait la moindre bêtise, vous pouvez griller l'objet que vous venez de construire. Donc voilà, déjà des valorisations, mais je reviendrai sur des valorisations vers d'autres marchés que le simple marché de la recherche lui-même. On commence par notre marché qui est les instruments à la pointe, donc on sert toutes les disciplines de façon ouverte qui ont besoin de ces instruments à la pointe. Troisième point, un des éléments qu'on a réalisé que récemment, parce que finalement on avait construit quelque chose de façon purement intuitive, et on s'est rendu compte qu'on avait en main un outil qui permet beaucoup de choses, et je vais les présenter, qui permet de ramener l'innovation, parce que bien sûr dans tous ces domaines on est en open innovation, donc comment on resiphonne l'open innovation, comment on la relocalise, comment on la rend disponible à une communauté large, y compris les industriels, comment en localisant un certain nombre d'actions, par exemple les stations test, on localise l'activité pour empêcher qu'elle soit facilement délocalisée ailleurs. Je vais vous présenter ça parce qu'on a compris que nos grandes plateformes technologiques que l'on avait créées, pour nos propres besoins, si on les gérait bien en les ouvrant, c'était un élément stratégique dans cette compétition internationale sur la propriété intellectuelle et les avancées. Les grandes plateformes technologiques que je vais vous présenter sont une façon à la fois de mener l'innovation au meilleur niveau, mais aussi de mettre en place des outils pour permettre leur diffusion et leur développement avec des entreprises locales, avec des PME et des grands groupes locaux. Et donc, ces grandes plateformes, c'est un réel écosystème de l'innovation. Et je vous le présente en quelques exemples. Donc, je vais commencer par les accélérateurs. Il y a à peu près 25 000 m² de plateformes technologiques. Donc, sur ces plateformes, il y en a pour 100 millions d'équipements qui permettent de faire des tests, de faire des intégrations en salle blanche au bon niveau, qui permettent d'avoir un certain nombre d'activités qui, même si on est en partenariat avec l'industriel, les investissements sont tels que le fait qu'on leur mette à disposition dans les appels d'offres, ça a deux effets. Ça localise l'activité sur la région parisienne, puisque les installations sont là, et ça réduit les coûts, puisque nous, on est en capacité d'utiliser la même installation pour des tas de projets différents. On est capable de construire une installation pour le CERN, de la réutiliser pour XFEL, la porter vers l'ESS, et donc par le fait qu'on maîtrise les installations high-tech et que leur coût est de plusieurs dizaines de millions, on réduit beaucoup le coût des infrastructures et on a un outil qui parle techno et qui peut donc nous favoriser l'échange avec les industries. Pour vous donner un ordre de grandeur, donc, je vous ai dit 800 personnes dans l'Institut, il n'y a que 400 ingénieurs et techniciens, il y en a qu'à peu près un petit tiers qui travaille sur les accélérateurs. On a par contre un chiffre d'affaires, donc en plus de notre subvention, etc., on a un chiffre d'affaires annuel depuis de nombreuses années qui est autour de 30 millions. Dans mon institut, en fait, on n'a aucune installation de recherche propre. Par contre, on a toutes les installations technologiques pour construire les installations de recherche des autres. Ce qui est un positionnement très intéressant et très attractif, parce que même quand je regarde les chercheurs qui viennent chez nous, ils savent que s'ils viennent,
ils pourraient être un contributeur déterminant dans des projets internationaux parce qu'ils sont capables d'amener la technologie qui fera la rupture. Donc c'est aussi un effet attractif excessivement fort. En plus, comme on colocalise l'innovation, on sait la faire circuler vers d'autres disciplines, mais aussi vers l'industrie. Et donc on a un travail intégré avec différents partenaires industriels. C'est pour ça que j'ai pris ce petit exemple avec mes petits schémas ici, en partant un peu sur la vie d'un projet, puisque tout ce type d'instrumentation, on part de l'innovation et on est dans des multiples réseaux d'innovation. Pour ça, j'ai pris un petit synapse comme image de ces réseaux. Par contre, on est un très gros nœud de ce réseau. Donc, on est connecté à toutes les universités dans différents milieux, ceux qui bossent pour la physique des particules, la physique des matériaux, etc., qui font ce type de développement. On est connecté. On est donc en capacité, par nos connexions, de ramener le savoir-faire composants et systèmes vers Paris-Saclay. Donc ça, c'est un avantage énorme par rapport à un monde d'innovation où certains ne maîtrisent qu'une brique. Nous, on est en capacité, je dirais, de siphonner, mais je ne sais pas si c'est très politiquement correct, de ramener, de colocaliser l'innovation à Paris-Saclay et de la faire circuler, donc d'être très efficient en termes d'innovation. Après, au moment de la construction, on concentre différentes affaires, puisque on a un savoir-faire qui est demandé par beaucoup de gens, donc dès qu'il y a un aimant à construire, ça passe par Paris-Saclay. Donc nos partenaires qui sont spécialisés, les industriels qui sont spécialisés dans les aimants, ils savent qu'à Paris-Saclay, ils auront une vision du marché. Puisqu'on a les plateformes pour faire certains types, par exemple les intégrations salle blanche ou les tests, l'activité passe obligatoirement par chez nous. Donc la Chine a plus de mal à se mettre sur les rangs pour être en compétition, puisqu'il faudrait qu'ils viennent faire les tests à Saclay ou qu'ils développent l'infrastructure. Donc ça, on a un avantage concurrentiel. Et puis, puisqu'on parle techno, on parle feuille de route, et puis on a des plateformes et des objets de haut TRL, on parle facilement à... Ah, vous voyez bien, normalement, je suis un physicien de physique nucléaire des particules et d'astrophysique. Donc, vous voyez bien que tout de suite, dans mon discours, je ne ressemble pas à un physicien qui parlerait du Big Bang. On parle techno, on parle niveau TRL, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on sait faire avec vous, quels sont les marchés, etc. Donc, ces grandes infrastructures de recherche, on a commencé à les mettre en évidence au niveau européen. En fait, on a fait du... Alors, je ne sais pas si on dit ça aussi, on dit lobbying, mais je ne crois pas qu'on dise comme ça. On a travaillé pour faire reconnaître, et il y a un call actuellement qui est lancé avec thème les infrastructures technologiques, les T-infrastructures, qui sont donc la base technologique pour construire les infrastructures de recherche, qui va durer 2 ans et pour lequel il y aura une structuration. Et puis après, dans les petits dessins, je vous ai bien mis qu'on part de la R&D, on fait la construction et on fait l'innovation. Et bien sûr, le partenariat industriel est permanent et la valorisation est permanente. Suivant le niveau de risque, certaines fois, c'est que nous sommes maîtres d'œuvre. Quand c'est un très haut niveau de risque, on a besoin de toute la communauté internationale pour le maîtriser. Mais dès que le niveau de risque est moindre, on peut savoir, du moins l'industriel peut se positionner et on sait transférer le savoir-faire sur des objets qui sont moins de risque et donc avoir un équilibre entre le pourcentage qui est dans le labo ou le pourcentage qui est dans l'industrie. Donc voilà, quelques logos de différents partenaires industriels, mais sur lesquels je vais sauter. Comme je vois, il me reste 3 minutes, je vais juste sauter sur les différents marchés possibles, parce que je vous ai dit, voilà, on a un produit accélérateur ou par exemple aimant. Si on regarde toutes les utilisations possibles, elles sont très vastes. Et en fait, il y a un très grand nombre d'accélérateurs de par le monde, depuis la médecine, la production de radioisotopes, la recherche, etc. etc. Et le dernier point que je voudrais souligner, qui est ce petit graphique sur lequel j'ai insisté, finalement, si je prends les aimants et juste les aimants du CERN, nous avons, dans nos labos, fait la trajectoire de partir d'objets qui n'étaient pas mûrs technologiquement et de les amener à maturité, puisqu'on a, quand on fait les 2 grands aimants du CERN, ou tous les quadrupôles, on sait que là, on est à un niveau de fiabilité et de maturité technologique très élevé, puisqu'il faut... Il y a quand même 10 000 chercheurs internationaux qui travaillent avec ces aimants. S'ils tombaient en panne, ça serait une catastrophe. Donc on est au niveau de qualité du spatial et de maîtrise du spatial. Et ce qu'on discute aujourd'hui, c'est bien, une fois qu'on a fait ça, comment on transfère horizontalement à TRL élevé vers d'autres marchés. Et Isolt est encore un mouton à 6 pattes, mais avec l'industriel, on discute comment enlever des pattes au mouton, passer un mouton à 5 pattes et passer un mouton à 4 pattes. Par exemple, pour aller vers des choses qui seraient cette fois-ci des séries dans les hôpitaux.
Et puis, aujourd'hui, je vous ai présenté qu'on travaille sur les OTC. On est en train de monter l'échelle des TRL, mais dans pas longtemps, on pourra le rediffuser dans l'industrie. Donc ce transfert horizontal, c'est un point clé. Et c'était ma dernière planche. Je vais juste mettre mon titre avec le résumé. Instrumentation, on parle d'innovation, on parle de technologie, on parle de compétitivité. Paris-Saclay, c'est vraiment un point focal dans le paysage international. Et puis, dans la compétition, dans l'innovation et les instruments, les grandes plateformes technologiques, c'est un outil clé avec des tas d'avantages que j'ai développés. Et c'est quelque chose pour lequel, aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas une politique suffisamment affûtée et qui nécessite un travail collectif pour s'emparer de cet outil et le développer. Merci.